Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour terminer le cours sur la guerre froide, nous étudions une position qui est celle des pays qu'on va appeler les pays non alignés, c'est-à-dire la troisième voie, des pays qui vont refuser de choisir entre l'URSS et les États-Unis, entre le bloc Est et le bloc Ouest. Et on va voir le cas de Nasser et de l'Égypte. Alors, vous aviez à compléter un tableau avec un schéma. Plutôt que de suivre le corrigé pas à pas, on va plutôt regarder le déroulé enfin, chacun des documents et expliquer l'histoire de l'Égypte dans ce contexte. Donc tout d'abord, une petite notice biographique de Nasser. Donc Nasser, homme d'État égyptien, il participe au coup d'État qui renverse la monarchie du roi Farouk en 1952 et il va participer à l'installation d'une république qu'il va diriger entre 1954 et 1970. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ce contexte, eh bien, il faut voir un petit peu l'histoire des pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Et exactement comme la plupart des pays d'Afrique et d'Asie, c'est des pays qui ont été colonisés ou du moins placés sous mandat étranger, en particulier mandat britannique pour l'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se géraient pas eux-mêmes. C'était une gestion par des puissances occidentales, c'est-à-dire que c'était des colonies. Même si l'Égypte n'était pas officiellement une colonie, c'était un mandat. Il y avait un roi qui était au pouvoir, qui s'appelait le roi Farouk, et ce roi avait une alliance avec le Royaume-Uni. Et en fait, donc l'Angleterre exploitait largement les ressources de l'Égypte. Et petit à petit va naître une contestation, le nationalisme, et ce nationalisme va donner naissance à un mouvement d'indépendance, et pour obtenir l'indépendance, ça va passer donc par une révolution. Le roi Farouk va être renversé, et une république va être mise en place par la suite, donc par Nasser, qui va prendre le pouvoir. Et Nasser veut absolument favoriser l'indépendance de l'Égypte. C'est ce qui est affirmé, vous voyez, là, dans le document 2. Nasser dit « Il faut absolument que l'Égypte connaisse une indépendance économique ». Pour lui, c'est la clé de la réussite des pays arabes et de l'Égypte en particulier. Il faut qu'elle ne soit pas dépendante des puissances occidentales. Alors, pour ce faire, pour avoir cette indépendance économique, eh bien, il veut favoriser l'industrialisation de l'Égypte, et pour ça, il veut faire construire un édifice qui est un barrage sur le Nil, qui est le barrage d'Aswan. Il va demander pour ce barrage un prêt aux États-Unis que les États-Unis vont refuser. Et du coup, il va chercher des solutions pour essayer d'avoir les moyens de financer son barrage. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme solution? Eh bien, il va décider de nationaliser le canal de Suez. Qu'est-ce que c'est que le canal de Suez? Alors, le canal de Suez, vous voyez, donc c'est un canal. Je vous rappelle qu'un canal, c'est une voie d'eau qui est construite par l'homme. Et quand on parle d'un canal, en général, c'est une voie d'eau qui permet de relier deux étendues d'eau entre elles. Alors regardons la carte. Donc voilà une carte du monde, et vous voyez ici se trouve l'isthme de Suez. Un isthme, c'est un passage étroit entre deux continents. Donc là, vous voyez, il s'agit d'un passage étroit entre l'Afrique et l'Asie de l'autre côté. Et pendant des siècles, c'était un passage uniquement terrestre. Et en fait, au cours du XIXe siècle, eh bien, les Européens ont fait construire un canal à cet endroit-là, vous voyez. Donc, si on se rapproche, on verra mieux si je passe en voie en image satellite. Hop, voilà. On voit bien un tracé rectiligne d'une voie d'eau ici, qui, comme ça, traverse tout l'isthme de Suez pour rejoindre la Méditerranée, jusqu'à Port Saïd. Donc ce canal a été construit par les Européens, et c'est un des endroits stratégiques du monde. Pourquoi est-ce que c'est un endroit stratégique? Vous voyez ici une image d'un bateau sur le canal de Suez. En voilà une autre, voilà. Donc ça c'est une image récente, regardez. On voit bien le bateau qui est en train de circuler ici, c'est un porte-conteneurs avec d'énormes conteneurs. Vous le savez, l'immense majorité des marchandises dans le monde
voyagent par bateau, parce que c'est beaucoup plus économique, rapide et sûr de transporter des marchandises par voie maritime. La voie terrestre, c'est beaucoup plus long et on ne peut pas transporter d'aussi importantes quantités en une seule fois. Regardez, un train de marchandises ne peut pas prendre autant de marchandises qu'un bateau. Si on regardait le nombre de conteneurs, il faudrait autant de camions qu'il y a de conteneurs pour les transporter par voie terrestre. Donc c'est très important de pouvoir transporter par voie maritime. Or, si je reprends la carte, s'il n'y avait pas le canal de Suez, eh bien pour relier l'Asie à l'Europe, eh bien on serait obligé de passer par voie terrestre. Les bateaux, pour relier l'Asie à l'Europe, ben, ils n'avaient pas le choix. Avant la construction du canal de Suez, il fallait contourner l'Afrique. C'était un voyage extrêmement long et pas du tout rentable en fait. Donc, une fois que le canal de Suez a été construit, ça a été une voie d'échange immédiatement extrêmement importante, puisque vous savez hein, que les liaisons entre l'Asie et l'Europe sont extrêmement importantes pour le commerce. Donc c'est une voie qui est essentielle. Et évidemment, le pays qui contrôle cette voie, eh bien, va faire payer un droit de passage à tous les bateaux qui veulent l'emprunter. Donc c'est une source de revenus extrêmement importante. C'est pourquoi Nasser prend la décision de nationaliser le canal de Suez, parce que en nationalisant le canal de Suez, ça lui permettait de s'assurer une source de revenus importante pour l'Égypte et du coup de pouvoir envisager de financer le barrage qu'il envisageait pour le Nil. Alors évidemment, cette nationalisation va être très mal perçue par ceux qui sont les premiers lésés, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. Et en fait, donc l'Angleterre et la France vont s'organiser avec l'État d'Israël. Israël, depuis plusieurs années, subissait des attaques de combattants égyptiens le long de sa frontière et voulait une occasion d'attaquer l'Égypte. Elle s'assure, donc la France et l'Angleterre lui assurent en secret que si Israël attaque l'Égypte, elles lui apporteront leur soutien. Et du coup, Israël va lancer une campagne à ce moment-là contre l'Égypte. Hein. Vous voyez ici les flèches indiquent les offensives israéliennes. Et la France et le Royaume-Uni disent, sous prétexte de protéger le canal de Suez, interviennent également en Égypte. Et du coup, il va y avoir une opération conjointe entre les forces franco-britanniques et les forces israéliennes. Alors les forces israéliennes vont remporter des succès militaires, mais en réalité, ça va être une véritable catastrophe diplomatique, parce que dans le monde entier, ça va apparaître comme une opération coloniale de la part de la France et du Royaume-Uni. Et en fait, les États-Unis vont intervenir pour faire intervenir l'ONU et demander un cessez-le-feu pour mettre fin à la crise. Donc la crise va s'arrêter sur pression de l'ONU et des États-Unis, et celui qui apparaît comme le grand vainqueur de cette opération, eh bien c'est Nasser, qui obtient la validation en fait de la nationalisation du canal de Suez, et les Français et les Britanniques sont pour toujours écartés de ce canal. Alors cette crise est extrêmement importante parce que ça va donner à Nasser une aura extrêmement importante dans le monde arabe. Vraiment, il va être considéré comme un des leaders les plus importants pour l'indépendance arabe et comme l'affirmation d'une voix indépendante qui n'est liée ni aux États-Unis ni à l'URSS. Alors, en 1964, Nasser parvient à inaugurer le barrage qu'il avait voulu faire construire, donc c'est le barrage d'Assouan. Alors, qu'est-ce qu'un barrage? Pourquoi c'est important pour l'économie égyptienne? Eh bien, un barrage, vous voyez, c'est un dispositif qui permet de retenir l'eau du Nil, donc de créer un lac artificiel qui va s'appeler le lac Nasser. Et ce lac peut être vidé à certains moments, et en fait l'eau va passer dans des turbines et générer beaucoup d'électricité. Donc c'est extrêmement important parce que ça permet de fournir de l'électricité à des villes qui sont en train de grandir et aussi à une industrie qu'il est en train d'essayer de reconstituer ou de constituer. C'est des constructions extrêmement chères et évidemment l'Égypte n'avait pas les moyens de la construire par elle-même, et même en nationalisant le canal de Suez, ça ne va pas suffire. Donc il va faire appel à un prêt, et c'est le prêt de l'URSS qu'il va choisir. Donc l'URSS va prêter
40% de la somme qu'il a fallu pour construire le barrage. Et c'est pourquoi Nasser invite Khrouchtchev à l'inauguration du barrage en 1964. C'est ce que vous voyez dans votre livre avec la source 3. Néanmoins, vous voyez que lors de cette venue de Nikita Khrouchtchev, eh bien, il plaide pour le non-alignement. Il proclame le non-alignement. Il invite Khrouchtchev, mais il dit qu'il ne fait pas partie du bloc Est. Il dit qu'il soutient toutes les luttes pour la libération et qu'il ne veut absolument pas entrer dans un camp plutôt que dans un autre. Donc, même en présence du dirigeant de l'URSS, il affirme son indépendance. Néanmoins, il faut signaler qu'il considérait le communisme comme un danger moins grand que l'impérialisme. C'est-à-dire qu'il considérait que les communistes risquaient moins de piller les richesses de l'Égypte que les anciennes puissances coloniales. Alors, cette position, je vous le disais, va donner une aura très importante à Nasser dans le monde arabe. Là, on voit une affiche avec le président algérien Ben Bella, ici. Et là, vous avez Nasser. Ils vont essayer de lancer un mouvement de panarabisme, qu'on appelle le nasserisme, c'est-à-dire d'union des pays arabes, en tant que puissance indépendante, non alignée aux deux blocs. Là, on voit sur cette affiche, vous voyez, le président Nasser, le président Ben Bella, et ils ont à leurs pieds le monstre du colonialisme qu'ils ont tué ensemble, puisque on est en 1963 et donc l'Algérie a récemment obtenu son indépendance à cette époque. Donc ils vont tenter d'unir le monde arabe autour de l'idée de l'indépendance et du soutien mutuel entre ces pays-là. Avec un succès plus ou moins important, parce que ça va pas forcément convaincre tout le monde. Et ce qui va se passer et qui est extrêmement important, c'est une conférence, celle qui était indiquée ici, c'est la conférence de Bandung. Alors la conférence de Bandung, voilà. Donc Bandung, c'est une ville d'Indonésie où vont se réunir tous les pays, tous les représentants des pays qui, en 1955, c'est la date de la réunion, avaient déjà obtenu leur indépendance. Et ces pays-là vont affirmer, nous, pays nouvellement indépendants, nous sommes sollicités par le bloc Est et par le bloc Ouest pour prendre position. Et ils vont dire, tous ensemble, nous refusons de dire nous sommes de l'Est ou de l'Ouest. Nous voulons affirmer une position qui est une position de troisième voie. Et cette position, c'est la position du non-alignement. Donc les pays qui étaient jusque-là colonisés, pour un certain nombre, parce qu'il va y en avoir qui vont rejoindre un camp ou l'autre, eh bien, vont affirmer cette position de dire nous, on refuse de prendre part à la guerre froide. Et c'était. Alors, qu'est-ce qu'espèrent ces pays en affirmant leur non-alignement? Ils espèrent compter à égalité avec les deux grands blocs. Ils espèrent former un bloc, eux aussi, un bloc de non-alignés. En réalité, ils vont rester chacun désunis et ils vont pas devenir un bloc comparable au bloc Est ou au bloc Ouest, mais malgré tout, c'est important parce que à cette époque-là, eh bien, tout pays nouvellement décolonisé était courtisé par les États-Unis ou par l'URSS pour rejoindre un camp. Donc, il donne cette nouvelle ouverture dans le monde de dire le monde n'est pas forcément bipolaire, il y a aussi une troisième voie. On peut ne pas choisir son camp, on peut choisir la voie de l'indépendance. Et ça va être la position des pays qu'on va appeler le tiers-monde. Ils vont former la troisième voie, c'est de là que vient l'expression tiers-monde. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai soit en commentaire, soit par mail. Au revoir et à bientôt.